Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode très en retard puisque non seulement ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'une semaine en comics, mais en plus, au lieu de sortir dimanche, cet épisode ne sort que mardi. En vérité, je vous le dis, c'est pas beau de vieillir. Bon, maintenant qu'on est là, traînons pas parce qu'on a un programme chargé à traiter. Et on va commencer avec un titre que j'en finissais plus d'attendre, vu que Panini a plusieurs fois repoussé sa publication. C'est Hulk Grand Design de Jim Rugg. Alors, pour resituer la bête et le projet, Hulk Grand Design, ça fait suite à X-Men Grand Design d'Ed Piscor, qui était paru aux États-Unis entre 2017 et 2019, en 3 parties. Et on avait eu ensuite Fantastic Four Grand Design de Tom Scioli, qui lui était paru en 2019-2020. Et le projet global de ces récits, en gros, c'est de faire le condensé de l'intégralité d'une série en un récit unique, et puis accessoirement de rendre hommage à l'ensemble des créateurs qui ont travaillé sur ce titre. Et donc, partant de ce principe, Jim Rugg va revisiter 40 ans d'histoire de Hulk, en allant en gros des origines jusqu'à World War Hulk. Et ça donne un album grand format qui est assez superbe, qui reprend la Treasury Edition que Marvel a sorti en début d'année. Et on a au sommaire à la fois des documents d'époque, genre la reproduction de la couverture du tout premier numéro de Hulk, ou sur la page de droite ce scan d'une publicité d'époque pour un sweatshirt Hulk. On a le dos d'ailleurs de cette publicité à la fin, qui donne quand même très envie. Et puis on a quelques illustrations qui sont signées par exemple Peach Momoko à gauche ou Ed Piscor à droite. Sur la page suivante, c'est du Pablo Martin. Et puis, plus loin, il y aura du Geoff Darrow et du Ed McGuinness. Et donc ensuite, on passe au récit proprement dit, qui part donc de la naissance de Hulk, et qui va suivre chronologiquement l'évolution du personnage dans sa propre série, et à l'occasion dans les séries des autres. Et graphiquement, évidemment, Jim Rugg va s'inspirer des différents artistes qui ont dessiné Hulk. Il va redessiner des couvertures ou des images iconiques de l'époque, et tout en finalement en donnant quand même une certaine continuité graphique à l'ensemble par le biais de son propre style. Alors il y a quantité d'événements qui vont être évoqués en une seule case, et à l'inverse, de temps en temps, on a un épisode majeur de l'histoire de Hulk qui lui va avoir droit à une page entière. Et puis, Jim Rugg, il va réutiliser tout un tas d'éléments qui sont spécifiques aux comics, dans sa mise en page et dans sa maquette. On a par exemple ici on a les petits cartouches qui venaient conclure les épisodes à l'époque. On a au début de l'album les cartouches qu'on retrouve sur les couvertures dans le coin en haut à gauche. Et puis on a aussi des extraits de courriers des lecteurs de l'époque. Et si on s'amuse à regarder, en fait, on va retrouver quelques noms qui sont devenus célèbres depuis. Là, dans le tas, par exemple, on retrouve Bill Mantlo qui plus tard écrira lui-même Hulk. On a Ralph Macchio, on a Mary Jo Duffy, on a Kurt Busiek, tout en bas à droite. Et puis, alors, du côté des bonus de fin, on a les couvertures de quelques numéros mythiques, soit de Hulk, soit de titres,
dans lesquels Hulk est apparu. Et on a même un mini-épisode bonus qui date des années 80 et qui, lui, est dessiné par Eric Larson. Et alors, oui, tiens, juste un truc, histoire de faire mon chieur, on a en fin de volume plusieurs pages de notes qui resituent du coup chaque page de l'album dans le cadre de sa publication originale. Et évidemment, c'est très bien. Le seul petit souci, c'est que chaque note renvoie à telle ou telle page, sauf que les pages, elles sont pas numérotées. Et c'est un peu embêtant, mais bon, en même temps, si elles avaient été numérotées, je pense que j'aurais réussi à grogner que la numérotation vient gâcher la composition des planches. Donc en fait, non, laissez tomber, c'est juste moi qui suis jamais content. Donc, pour les vieux lecteurs de Hulk, forcément, ça va vous rappeler tout un tas de choses, quitte à ce que vous soyez pas d'accord sur l'importance qu'accorde Jim Rugg à telle ou telle intrigue, ou tel événement. Pour les néophytes, c'est une manière qui me semble extrêmement agréable de se faire une mise à jour express et de découvrir 40 ans d'histoire du personnage et de son évolution en 120 pages. Et puis, comme les autres Grand Design, c'est aussi un album qui est assez superbe. Là, on est sur du 26 € pour 120 pages en très grand format. Et alors, autant j'avoue que j'ai quand même souvent tendance à grogner sur les prix que pratique Panini en général. Là, j'avoue que le rapport qualité-prix me semble quand même assez correct. Donc, si vous aimez Hulk, et si vous aimez les comics indés, et plus encore la fusion des deux, Hulk Grand Design, c'est le meilleur livre du monde que vous aurez l'occasion de lire cette semaine. Si vous connaissez mal Hulk et que vous avez envie de découvrir son histoire, franchement, ça me semble être une porte d'entrée qui est tout à fait conseillée. Et puis, au cas où, une dernière chose, je rappelle que Jim Rugg anime avec Ed Piscor Cartoonist Kayfabe, qui est la meilleure chaîne YouTube consacrée aux comics. Si vous ne me croyez pas, allez voir. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, du très grand format de Hulk Grand Design, on passe maintenant au petit format de Saguns de Brian Lee O'Malley, qui vient de ressortir chez Dargo dans sa collection poche. Et alors je dois reconnaître que j'étais totalement passé à côté de l'info, mais Dargo a lancé cette collection visiblement en juin l'an dernier, et là ils viennent de sortir une fournée de nouveaux titres. J'en ai compté 9, mais j'en ai peut-être raté, et c'est essentiellement du franco-belge donc, mais on y trouve aussi cette réédition de Seconds par Brian Lee O'Malley. Alors, Brian Lee O'Malley, pour resituer, c'est le créateur de Scott Pilgrim. Ça, c'est la vieille édition VO. C'est la première édition en noir et blanc, qui en France est à l'origine paru chez Milady, et qu'on retrouve aujourd'hui chez iComics. Bon, en même temps, c'est la même boîte, il n'y a que le nom qui change. Et Scott Pilgrim avait été adapté au cinéma par Edgar Wright, à qui on doit Shaun of the Dead, Baby Driver, Last Night in Soho, ou Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et son Scott Pilgrim, c'est vraiment une très bonne adaptation ciné. Alors, Sagan, c'est un peu moins barré que Scott Pilgrim, quoique. C'est l'histoire de Cathy, qui gère un restaurant, et qui s'apprête à en ouvrir un deuxième, et qui se demande de plus en plus si elle a vraiment fait les bons choix dans sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou amoureuse, et elle se demande si elle ne s'est pas plantée dans les grandes largeurs. Et puis, un jour, elle va avoir la possibilité quasiment magique de revenir en arrière et de corriger quelque chose qu'elle regrette d'avoir fait. Et effectivement, elle va pouvoir réécrire son passé. Et après, une fois que tu as eu la possibilité de corriger une erreur que tu as faite, comment tu vas réagir à la prochaine erreur? Parce que forcément, tu vas en faire d'autres. Et si tu commences à réécrire ton passé à grande échelle,
qu'est-ce qui va rester de ton présent au bout d'un moment? Alors, c'est pas forcément une idée très originelle, mais le traitement qu'en fait O'Malley est assez réussi, avec un récit qui devient de plus en plus chaotique au fil de la réécriture du passé de Cathy. Cathy qui est un personnage qui est assez attachant, même si elle est quand même assez souvent tête à claque. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à apprendre de ses erreurs et surtout à ne pas les répéter. En même temps, c'est un peu la base de cette histoire. Et ben, c'est une histoire que j'aime beaucoup, avec un dessin qui est tout en rondeur, qui est très dynamique, et qui va mettre en avant les émotions des personnages, quitte même parfois à un peu surjouer sur cet aspect, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et puis en plus, bah, je trouve que ce petit format lui convient très bien. Je ne sais pas dans quel format c'était paru à l'origine. Là, c'est du 21 par 15, et c'est vraiment tout à fait agréable à la lecture. Alors, Dargo vend l'album à 9,50 €. J'ai pas tout vérifié, mais j'ai l'impression que c'est le prix unique pour l'ensemble des titres qui sont parus dans ce format. Et franchement, à 9,50 €, si vous ne l'aviez pas déjà, je vous conseille de ne pas passer à côté. Et alors, comme moi, à l'inverse, j'étais passé à côté de cette collection, je suis allé voir ce qui Dargo y avait publié précédemment, et j'ai trouvé un autre comic book, c'est Nimona, de Andy Stevenson, qui était sorti dans ce format en juin l'an dernier. Et Nimona, à l'origine, c'est un webcomic qui ensuite a été repris au format papier en 2015 aux États-Unis et qui a obtenu un Eisner Award l'année suivante. Et c'est une histoire de fantasy qui s'amuse avec une bonne partie des clichés de la fantasy. C'est donc l'histoire de Nimona, qui est une gamine qui a la capacité de se transformer en n'importe quelle créature et qui décide de devenir l'assistante de Ballister Blackheart, qui est lui le criminel le plus recherché de tout le royaume. Et Blackheart, il n'a pas particulièrement envie d'avoir une gamine dans les pattes, mais la demoiselle est quand même extrêmement collante et insistante, et le fait est qu'elle dispose de capacités qui sont quand même bien pratiques pour mener des activités criminelles. Donc ça commence comme ça, sur le ton de la comédie, avec une gamine un peu insupportable et un grand méchant qui joue le rôle qu'on attend de lui. Et puis, progressivement, l'histoire va devenir beaucoup moins superficielle. Les personnages vont gagner en épaisseur, leurs rôles respectifs dans le récit vont être mis en question. On va commencer à se demander si Blackheart est le vrai méchant de l'histoire, ou bien est-ce que c'est un homme en lutte contre un pouvoir en place qui finalement n'a pas grand-chose de bienveillant. Et du coup, petit à petit, le côté comédie va s'effacer pour prendre une direction plus sérieuse, mais pas moins réussie en tout cas. Alors, côté dessin, on a quelque chose de purement fonctionnel. La narration elle est très claire, mais le dessin n'est pas particulièrement élégant. Et alors surtout, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs qui sont très sombres, qui sont ternes, et qui sont dans l'ensemble très peu variées. On reste toujours dans les mêmes tons, et c'est vraiment pas très attrayant. Malgré ça, ça reste vraiment un très chouette récit, qui joue encore une fois avec les stéréotypes de ce genre de récit, mais pour en faire autre chose, et qui propose une très belle galerie de personnages. J'ai juste parlé de Nimona et de Blackheart, mais il y en a quelques autres qui jouent un rôle important dans l'histoire et qui sont finalement tout aussi intéressants. Et donc, là encore, à 9,50 € les 272 pages, franchement, j'ai aucun scrupule à vous le conseiller. Et on va terminer avec peut-être bien le meilleur titre de la semaine, à savoir Apparition dans le ciel de Berlin-Est de Jeff Loveness et Lisandro Esteren, et Patricio Delpech aux couleurs que je me voudrais d'oublier. Alors c'est une mini-série en 4 numéros qui est parue aux États-Unis chez Boom Studios et que publie donc en France 404 éditions dans une excellente traduction de Laurent Kessy, et je dis pas ça parce que c'est un copain. Apparition, on va l'appeler comme ça pour faire plus court. Apparition donc se passe en 1973
à Berlin-Est, en pleine guerre froide donc, et elle met en scène un espion, Hering, qui travaille pour les Occidentaux et qui est infiltré dans les services de renseignement est-allemands. A priori, on pense être dans un récit d'espionnage, et effectivement, le monde de l'espionnage va servir de cadre à cette histoire, mais ce cadre finalement bien délimité va voler en éclats tout à coup avec l'apparition dans le ciel d'un objet volant non identifié. Et cet objet va s'écraser côté est de la ville. Qu'est-ce que c'est? Et surtout, quel impact va avoir cet objet sur le monde tel qu'on le connaît? À partir de là, de l'espionnage, on va basculer dans la pure science-fiction métaphysique. Et à travers cette histoire, Jeff Loveness, il traite une thématique très précise, c'est les questions de vérité et de mensonge. Et c'est une question qu'il aborde sous tout un tas d'angles différents. Il y a d'abord donc le personnage de Hering, dont toute la vie est un vaste mensonge, puisqu'il se fait passer pour un homme qui n'est pas, pour mener à bien sa mission d'infiltration à Berlin-Est. Et face à lui, il y a Keiner, qui est un agent de la Stasi, le service de renseignement est-allemand à l'époque, dont la spécialité est l'interrogatoire des suspects, et qui est donc chargé de mettre à jour leurs mensonges et de leur faire avouer la vérité. Et la question qui se pose, évidemment, c'est de quelle vérité est-ce qu'il s'agit? Et quel sens peut encore avoir la vérité dans un tel cadre où on utilise des méthodes coercitives pour te faire parler? Et puis, de manière plus large, Loveness se demande finalement comment distinguer la vérité et le mensonge dans le contexte politique dans lequel s'inscrit cette histoire, où on a deux blocs qui s'affrontent, les Occidentaux d'un côté, les Soviétiques de l'autre, où chacun défend sa propre vérité, qui est bien évidemment la seule et l'unique. Sauf que, justement, cette apparition dans le ciel de Berlin-Est, ça va mettre tout ce petit monde face à ses propres contradictions et face aux mensonges que tous se racontent pour se persuader d'être les uniques détenteurs de la vérité. Alors, je suis pas sûr d'être bien clair, et je peux pas non plus rentrer trop en détail dans le récit sans spoiler, mais Jeff Loveness signe un récit qui est vraiment passionnant, qui s'intéresse à la fois à la grande histoire avec un H majuscule, et aux histoires de ceux qui ont mis leur vie au service de cette grande histoire, au service d'une cause, et tout ce que les choix qu'ils ont fait leur a coûté. Tout ça baigne dans une ambiance de paranoïa permanente, où tout le monde, malgré les apparences, est totalement terrifié par ce qu'ils ont découvert et par ce à quoi ils doivent faire face. Le récit est relativement court, il fait un peu moins d'une centaine de pages, mais il est quand même très dense. Et donc au dessin, on a Lisandro Esteren, que je trouve en très grande forme. C'est pas toujours le cas, mais ici je le trouve vraiment très bon. Et on retrouve son trait qui a toujours quelque chose de précipité, de très brut, et qui surtout là est idéalement bien servi par les couleurs de Patricio Delpech. Les deux là, à mon avis, il faut leur faire signer un contrat à vie parce que vraiment, je trouve qu'ils se complètent à la perfection. Je vais pas aller plus loin. Un dernier mot quand même sur le livre lui-même, qui est de toute beauté. Alors, on a l'habitude avec 404 éditions d'avoir de très beaux livres, mais celui-ci en particulier, je le trouve vraiment superbe. C'est un grand format qui est particulièrement agréable à la lecture et au toucher. Le tout vendu à 19 €. Franchement, je ne sais même pas comment ils arrivent à proposer une telle qualité pour ce prix. Bref, et pour conclure, en un seul mot, indispensable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. Je vais essayer d'être un poil plus régulier dans les prochaines semaines. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.